Douleur, souffrance, larmes. Voilà le quotidien des patients atteints de maladies chroniques. Pendant plusieurs années, le monde et particulièrement l'Afrique a été secoué par la foudre des maladies transmissibles comme le VIH-Sida, le choléra et l'Ebola. Des millions de personnes en ont été victimes et ont perdu la vie. Depuis quelques années, on assiste de plus en plus à une transition épidémiologique. En Europe, les maladies transmissibles ont régressé considérablement au profit des maladies non transmissibles comme les AVC, le cancer, les maladies rénales chroniques, les bronchopneumopathies chroniques. En Afrique noire, la balance semble désormais être équilibrée. En effet, on enregistre plus qu'avant des patients victimes des maladies non transmissibles, mais fatales pour eux. Ces maladies sont pour la plupart des affections à longue durée. Un parcours de combattant et un véritable calvaire pour les malades, parfois abandonnés et atteints psychologiquement. Un fardeau devenu trop lourd pour leurs familles qui malheureusement finissent par abandonner. Tous les miens, quand on se voit, oh ouais, oh là là, Asia, tout ça, mais la majorité d'eux, voilà, ils m'abandonnent comme ça. Sej est un jeune Camerounais d'une trentaine d'années. Il est malade et ce depuis bien longtemps. En plus, ses possibilités de guérison sont quasi nulles. Pourtant, il doit gérer son quotidien. Contrairement à plusieurs grands malades, Sej a le moral haut. En effet, il bénéficie depuis quelque temps des soins particuliers qui le rendent plus fort pour vivre avec sa maladie le plus longtemps possible. Les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont aujourd'hui toute une spécialité médicale et paramédicale et également multidisciplinaire. C'est donc toute action qui vise à améliorer la qualité de vie d'un patient et de sa famille faisant face à une maladie limitant ou menaçant la vie, et ceci par l'identification de la souffrance, la prise en charge des problèmes physiques, des problèmes psychosociaux, ainsi que des problèmes spirituels des patients et de leurs familles. Le professeur Anne Merriman, né en 1935 à Liverpool en Angleterre, est connu pour son travail de pionnière et pour ses recherches influentes sur les soins palliatifs dans les pays en développement d'Afrique. Elle jouera un rôle prépondérant dans son développement dans cette partie du globe. En 1993, à l'âge de 59 ans, Anne Merriman fonde le premier hospice en Ouganda, Hospice Africa Uganda. Le mouvement des soins palliatifs en Afrique prend alors son essor sous sa direction au cours des 25 dernières années. La mission de Hospice Africa Uganda était d'initier et de soutenir les soins palliatifs pour toute l'Afrique. La douleur ne doit pas seulement être prise en compte dans son aspect physique, mais aussi dans son aspect psychosocial et spirituel. Et ce concept-là a permis de comprendre que l'être humain est un tout. Il n'est pas seulement un organe, il n'est pas un diagnostic, il n'est pas un stade d'une maladie, mais c'est un être humain qui a une famille, qui vit dans un environnement social, et au sein de cet environnement, la maladie aura des conséquences sur son vécu quotidien, sur le vécu de sa famille. La maladie aura des conséquences sur la psychologie du malade. Cette maladie aura des conséquences et va amener ce malade à se poser des questions existentielles. Et que se focaliser seulement sur le problème physique, la douleur, le stade de la maladie ne nous amène pas à soigner l'être. Pour soulager la douleur des malades du cancer, Dr Merriman introduit en Ouganda la solution orale de morphine reconstituée à partir de la poudre. Une solution peu coûteuse, efficace et facile à administrer. Son combat pour le développement des soins palliatifs
se poursuit par la création de l'Institute of Hospice and Palliative Care in Africa qui assure la formation des professionnels de santé en soins palliatifs en Afrique. En 2012, professeur Anne-Marie Mann organise au Cameroun le premier cours francophone des initiateurs des soins palliatifs dans le but de capaciter médecins et infirmiers qui débuteraient par la suite des programmes de soins palliatifs dans leurs pays respectifs. Professeur Anne-Marie Mann obtient une reconnaissance mondiale. Elle est nominée pour le prix Nobel de la paix en 2014 pour son travail acharné et dynamique en soins palliatifs. Et puis vous avez le cartilage, ça. Les soins palliatifs englobent une prise en charge pluridisciplinaire. Chacun des professionnels concernés a un rôle à jouer pour un meilleur résultat. C'est un parapluie qui rassemble 4 grands volets. C'est ce qu'on appelle la prise en charge holistique. Le médecin et les infirmiers sont là pour adresser les problèmes physiques, la gestion des symptômes, la gestion de la douleur qui est l'un des symptômes les plus fréquents en soins palliatifs, par l'utilisation de la morphine, surtout pour la douleur sévère. Le médecin, les infirmiers ainsi que les travailleurs sociaux, les psychologues identifient les problèmes psychosociaux et les prennent en charge en adressant les patients aux personnes compétentes comme les psychologues cliniciens, les assistants sociaux qui vont développer un réseau, n'est-ce pas, de partenaires qui pourront les aider à résoudre ou alors à proposer des essais de solutions aux patients présentant ces problèmes-là. Dans la prise en charge des patients souffrant avec le cancer, il y a l'aspect psychologique parce que nous sommes en unité de soins palliatifs. Donc l'anxiété, c'est un état d'inquiétude qui est lié au fait que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de grave qui va vous arriver. Le psychologue, en réalité, s'occupe du patient dans le cadre où, lorsque le patient est diagnostiqué comme étant malade du cancer, par exemple, il va développer par rapport à son être, il va développer une anxiété parce qu'il a des projets, il avait des projets par rapport à sa propre vie. Donc ces projets-là, il va devoir arrêter tout va chambouler dans sa vie. Il aura une autre perception de lui-même. Effectivement, quand on vous annonce que vous êtes malade, bon, avant ça, vous avez des projets, vous faites des projets, vous imaginez votre vie meilleure, mais subitement, un coup comme ça vous arrive. Vous ne réfléchissez pas à cet instant-là. Tout ce que vous voyez, c'est la mort. Vous voyez la mort et personne ne peut vous comprendre parce qu'il n'y a que vous seul qui vivez cette expérience-là. C'est-à-dire que ça se passe dans votre corps et ce n'est pas évident. Donc le psychologue va l'aider à ne pas considérer comme si c'était la fin. Donc il ne doit pas associer le cancer et la mort. Bon, maintenant, certains parmi les patients peuvent faire soit l'anxiété, soit la dépression. Donc il faut qu'à partir des psychothérapies et de l'accompagnement psychologique, le psychologue puisse les amener à remodifier la façon de percevoir la maladie. D'abord, il faut qu'ils acceptent la maladie. En acceptant la maladie, ils vont prendre le traitement normalement. Ensuite, il faut qu'ils vivent, le psychologue les amène à vivre une vie saine, décente, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas totalement parce qu'en fait, le fait qu'ils soient diagnostiqués malades peut les amener à changer. Le psychologue aussi, en termes de soins palliatifs, va descendre pour les soins à domicile, pour aller amener la famille à s'occuper plus du malade dans le suivi de la maladie et les amener à comprendre que c'est l'appui qu'ils vont apporter au malade qui va améliorer la condition du malade. S'il l'abandonne, sa condition peut se dégrader. Ça a été une période très difficile. Donc, pendant le temps qu'on a passé à l'hôpital pour soigner maman, ça a été très difficile psychologiquement parce que là, voyant souffrir, n'ayant pas d'antidouleur, c'était très difficile. Mais je dis merci parce que l'unité palliative de l'hôpital, les soins, nous ont accompagnés. Ils ont fait accepter la maladie.
Parce que dès le départ, elle a refusé la maladie, elle ne connaissait pas la maladie. Mais grâce au soin palliatif, on nous a expliqué ce que c'est que la maladie et les conséquences. Donc ils l'ont amené à accepter la maladie parce qu'ils l'ont confié à un psychologue qui nous a aidés. Elle a compris qu'elle devait traverser des moments difficiles et moi aussi m'ont aidé beaucoup parce que j'étais abattue, j'étais à faire. Je dirais que s'il n'y avait pas ces soins-là, ce qui est sûr, si elle ne devait plus être en vie. Ça a permis à chaque fois de calmer et d'aider l'organisme à pouvoir réagir un peu plus mieux, quoi. En oncologie médicale, dans le domaine où je suis, 80% des malades arrivent à un stade terminal, soit localement avancé, soit métastatique, soit un stade terminal, ce qui constitue les indications des soins palliatifs. En général, c'est le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus chez la femme et le cancer de la prostate du foie chez l'homme. Donc, dans ce cadre, en général, il faut prendre en compte la souffrance physique et mentale du patient et de sa famille. Les soins palliatifs sont aussi indiqués chez les patients qui ont des pathologies chroniques, des pathologies déformantes comme la polyarthrite rhumatoïde que nous rencontrons en rhumatologie, les maladies comme le lupus qui sont des maladies chroniques, qui sont des maladies vraiment dont la prise en charge est difficile et même pour le patient que pour le médecin. Donc ce type de maladie également que nous rencontrons en rhumatologie nécessite une prise en charge, n'est-ce pas, holistique, donc une prise en charge qui s'apparente à celle que nous avons chez les patients cancéreux ou bien les patients atteints de VIH. Étant donné que Dieu est le créateur de tout être humain, nous pensons donc que Dieu peut avoir le dernier mot sur une personne qui n'a plus d'espoir, qui est désespérée, qui est à bout de force. Donc le spirituel vient donc renforcer l'aspect moral, l'aspect psychologique de la personne défectueuse. Donc la foi apporte donc un élément d'espoir et d'assurance aux soins palliatifs. C'est un appui, c'est un accompagnement, c'est une assistance spirituelle qu'on apporte aux patients qui est en phase terminale. On se rassure que la capacité du réseau familial est présente parce que c'est une maladie où on a besoin que, si par exemple ça peut être le chef de famille, que s'il est marié, sa femme soit là, est-ce que les enfants sont au courant, est-ce que les autres membres de la famille l'assistent, comprennent de quoi il est question, par des descentes sur le terrain, par des entretiens individualisés, par des entretiens de groupe en famille. Les soins palliatifs ne sont pas le synonyme de soins de fin de vie, bien que les soins terminaux soient des soins palliatifs. Ainsi, les patients bénéficiant de ces soins sont aussi ceux qui ont l'espérance de vivre encore plusieurs mois ou quelques années avec une qualité de vie acceptable malgré la présence d'une maladie inéluctablement évolutive. Le médecin doit également faire une enquête pour identifier les problèmes sociaux, les problèmes psychologiques, mais aussi les problèmes spirituels. Une fois que cette enquête est faite, il doit pouvoir référer le patient ou solliciter l'aide des autres spécialistes pour essayer d'adresser ces problèmes, aider le malade à savoir prioriser les problèmes et prioriser les solutions. Ça veut dire quoi? Lorsque vous faites votre enquête clinique, en tant que médecin ou en tant qu'infirmier, vous devez avoir dans votre esprit que le malade est un tout. Le malade, c'est un être entier. Et l'observation médicale en soins palliatifs n'est pas la même que nous apprenons en médecine courante. En soins palliatifs, on apprend à identifier l'histoire sociale du malade. D'où vient-il? De quelle origine est-il? Où vit-il? Combien de frères et sœurs a-t-il? Qui gravite autour du malade? Est-ce qu'il est assisté par une ONG? Est-ce qu'il a le soutien de sa famille? Est-ce qu'il appartient à une communauté religieuse? Quelle est sa source principale de détresse? Toutes ces questions, nous les posons aux patients parce qu'on se dit bien que cette maladie-là
qui est chronique et avec laquelle il le vit depuis plusieurs années, a apporté d'autres problèmes. Les soins palliatifs peuvent et doivent être pratiqués par toutes les équipes soignantes spécialisées dans l'accompagnement des malades en fin de vie, aussi bien en milieu hospitalier qu'au domicile. Nous devons comprendre que c'est un problème d'équipe. Il n'y a pas un individu qui administre les soins palliatifs. Il y a une équipe qui accompagne un patient dans la gestion de sa maladie et de la souffrance inhérente à cette maladie. Il y a une équipe qui gravite autour du patient. Sariette Sengue, infirmière en soins palliatifs à l'hôpital de Bonasama, a fortement adhéré depuis quelque temps à la vision du soulagement de la peine des malades chroniques. Quotidiennement, elle donne des soins à domicile à des patients dont la maladie est en phase terminale. Bon, il faut que tu t'alimentes bien, tout ce qui est riche, que tu manges, pour que ton traitement marche bien. En dehors des soins qu'on peut lui apporter, tels que les pansements ou bien l'administration des soins ordinaires, il y a d'autres petits enseignements qu'on peut apporter aux malades concernant peut-être en les éduquant, en communiquant avec les malades, en les éduquant par rapport à la pathologie qu'ils présentent, par rapport à l'alimentation qu'ils doivent avoir, à la qualité de ce qu'ils doivent consommer, qu'ils peuvent consommer pour le bien-être du malade. Il y a des moments où on arrive sur le terrain, qu'on se rend compte que le malade va vraiment mal. Quand le médecin le réévalue, on essaie de donner les conseils qu'il faut. On renvoie le malade à l'hôpital. On essaie de trouver des voies et moyens pour leur venir en aide parce que c'est dans la plupart des cas des malades qui sont déjà trop démunis. Je mets ça dans le bol. Dans le plat. Parfois, Sariette va au-delà de ses responsabilités pour prendre soin des besoins primaires de Sèche. On veut aider le malade à se sentir à l'aise dans sa période de maladie. Ajouter la vie à ses jours et non les jours à la vie. En aidant le malade, en lui apportant des conseils, en lui donnant un coup de main, en cherchant des voies et des moyens pour lui venir en aide, que ce soit psychologiquement, spirituellement ou financièrement. Déjà au niveau à la maison, quand on fait les visites à domicile, quand on arrive, on essaie d'éduquer la famille. Par rapport, si le malade est alité, on montre à la famille comment il doit se comporter pour éviter un certain nombre de complications. On montre à la famille comment nourrir le patient. On montre à la famille comment se comporter. C'est-à-dire qu'on va même au-delà. On sort même dans le cadre de la maladie. On peut raconter une histoire, question d'égayer un peu l'environnement pour que la famille ne se sente pas trop triste. Il le reconnaît et est impressionné. L'équipe médicale, grâce à elle, vraiment, il n'y a rien à dire. Il faut vraiment, au Cameroun, il faut avoir des personnes comme ça. Ce n'est pas donné à tous. Il faut avoir une personne disponible pour toi comme ça, alors que vous n'avez aucune affinité auparavant. Jusqu'à je lui avais posé la question si c'est au travail là. Parce que j'étais vraiment ému. Oui. Elle me soutient vraiment. Tous les matins, elle arrive ici comme ça. Là. Elle me fait des pansements. Elle se rassure si j'ai mangé ou pas. Sinon, elle contribue. Parce que je mange. Vraiment, c'est pathétique. Au départ, Sèche avait du mal à accepter sa situation, mais au fur et à mesure, grâce au soutien de l'unité des soins palliatifs, il a pu se faire à l'idée que la mort n'est pas forcément demain et qu'il faudrait vivre et vivre l'instant présent. Chaque fois qu'ils atterrissent là, pas une seule personne, les infirmiers, les psychologues, le médecin. Imaginez-vous, jusqu'au médecin. Je me sens, en ce moment-là, je me demande si c'est vraiment moi. Et vraiment,
je congratule l'hôpital qui a mis ce genre de service. Vraiment, ils sont vraiment au service des malades. C'est pas quelque chose que tu vas comprendre, tu vas accepter d'un trait, quoi. C'est petit à petit, doucement, on va t'expliquer. Les gens autour de toi vont t'expliquer. La famille a été là, ma mère, mes frères et sœurs ont vraiment été là, mon mari. Vraiment, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été, c'est-à-dire que me soutenir moralement parce que le moral était très, 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 très bas. Franchement, c'est-à-dire que vous avez des projets dans la vie et on vous annonce que vous allez mourir, parce qu'on peut dire que vous allez mourir, mais on ne sait pas, avec l'accompagnement aussi de Dr Dina, qui a été un très grand secours. Et je mets de côté que tu vas mourir d'ici peu, mets ça de côté, parce que même quand tu mets ça trop dans ta tête, c'est là que ça peut même vite arriver. Parce que ton cerveau, on ne saura que ne dessine pas le diable, il va finir par entrer. Non, c'est ça. Il ne faut pas trop penser à ça. Tu as le cancer, ne pense même pas à ça. Ma mari allait se plaindre chez elle que je ne veux plus vivre, je m'abandonne à moi, je passe toute la journée sur la chaise, je ne pense à rien qu'à la mort. Alors elle m'appelait, on avait des séances de causerie vraiment, et t'as dit que on avait des séances de causerie. Après, je rentrais, j'avais le moral, j'étais bien, je faisais des projets d'avenir. Toutefois, malgré la grande motivation de Sariette, ce n'est parfois pas évident. C'est pas souvent facile. On connaît beaucoup de problèmes sur le terrain. Parce que ce n'est pas tout le temps que les malades sont prêts à nous recevoir, bien qu'on leur demande leur autorisation avant d'arriver chez eux. Parfois, on est confronté aux difficultés telles que vous prenez la peine d'appeler un malade peut-être 2 jours avant et que c'est peut-être séance tenante que le malade vous dit qu'il n'est pas sur place, qu'il est peut-être en déplacement à Yaoundé, alors que vous êtes parti pour lui rendre visite. Pour se lancer dans les soins palliatifs, il faut déjà aimer. Il faut aimer assister des malades, il faut aimer, prendre en charge le malade dans sa globalité. S'occuper du malade sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan moral. On ne parle pas seulement du plan physique en tant que tel. Donc ici, c'est vraiment la globalité du malade qui est intéressée. Et puis en plus de cela, quand vous venez chez un malade 1 fois, 2 fois, 3 fois, le malade a l'impression, le malade voudrait que vous lui apportez, en dehors de ce que vous pouvez lui apporter comme soin, que vous lui apportiez quelque chose de concret. Ça fait qu'il y en a qui nous posent la question de savoir ce qu'on leur a gardé après chaque visite. Qu'en fait, vous êtes alors venu comme ça, qu'est-ce que vous m'avez apporté? C'est seulement ce que vous êtes venu faire. C'est toujours le travail là que vous faites comme ça. Donc je voudrais attirer l'attention à ceux qui seront censés faire les soins palliatifs là, de s'armer de beaucoup de courage et de beaucoup d'engagement à supporter nos chers patients. Sariette fait partie de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Bonasama, dirigée par le docteur Esther Dinabel Mbassi. Sa tumeur de la vulve, nous allons voir comment organiser une chirurgie et une radiothérapie. Mais elle a, en plus de son problème médical, un problème psychosocial. L'objectif d'une telle réunion, c'est de faire le tour des problèmes que pose le malade, tant sur le plan physique que sur le plan psychosocial et spirituel, et de voir si ces problèmes peuvent être priorisés et pris en charge de façon prioritaire, puisque nous ne pouvons pas gérer tous les problèmes des malades, mais nous pouvons apprendre aux patients et nous-mêmes apprendre à prioriser les problèmes et voir quelles sont les solutions que nous pouvons apporter ou proposer en fonction des priorités actuelles. On dit souvent des soins palliatifs qu'ils sont tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Autrement dit, pour un malade recevant des soins palliatifs, l'objectif n'est plus la guérison de sa maladie causale, mais la lutte contre tous les symptômes inconfortables qui découlent de cette maladie, dont la douleur, la fatigue et l'anorexie. Une des solutions efficaces régulièrement utilisées en soins palliatifs pour amoindrir la douleur sévère chez les malades chroniques, c'est la morphine. On peut définir la morphine comme étant un médicament qui aide dans la prise en charge de la douleur pour des douleurs qui
ne sont plus amendés par la prise en charge des médicaments de palier 1, tels que le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les médicaments de palier 2 qui sont les médicaments opioïdes faibles. En effet, la solution orale de morphine recommandée par l'OMS pour sa fabrication aisée et son coût abordable est le traitement de choix de la douleur sévère. Étant donné que la plupart des malades en soins palliatifs, ce sont des malades porteurs d'un cancer qu'on ne peut plus traiter et des malades atteints d'une pathologie comme le VIH-Sida et chez qui on a des infections opportunistes qui viennent s'imbriquer à leur maladie suite à la dépression de leur système immunitaire. Donc c'est pour ça que la morphine joue un rôle très important, si ce n'est central, dans l'accompagnement de ces malades-là en soins palliatifs. On a la forme sous-cutanée, on a la forme injectable, mais la forme orale est idéale parce que le malade peut lui-même prendre son produit à son domicile. Il n'est pas forcé de venir à l'hôpital pour se faire administrer son produit. Depuis 2014, les autorités sanitaires camerounaises ont répondu à l'appel des soins pour la prise en charge de la douleur par la solution de morphine. Une unité de production de la morphine est effective à l'hôpital général de Douala. Ici, on a le benzoate de sodium. Là, on a notre poudre de morphine. Et là, à côté, on a de l'acide citrique. La quantité équivalente pour avoir nos 10 litres, parce qu'à la fin, on veut obtenir 10 litres de solution, je dois prendre 1 gramme d'acide citrique que je devrais peser. Et à côté, ici, on a le colorant vert. Pour le colorant vert, juste une pincée nous suffira pour les 10 litres que nous voulons obtenir à la fin. On prend d'abord une petite quantité. On verse. On dépose. Ensuite le benzoate de sodium. On dépose. Et la poudre de morphine. Comme matière première, en plus des 3 poudres que je viens de verser, je vous ai parlé du colorant vert. On ne le verse pas immédiatement avec les autres parce qu'il risque de biaiser l'homogénéisation de la solution. On introduit les 3 poudres dans la fiole. On homogénise tout doucement en faisant des petits cercles concentrés comme ça. Une pincée du colorant vert. Donc là, à l'intérieur, nous avons déjà 2 litres. Étant donné que les quantités mesurées sont équivalentes à 10 litres d'eau, on va donc compléter avec de l'eau distillée jusqu'à ce que l'on obtienne nos 10 litres d'eau. On utilise notre fiole jaugée de 250 ml, on remplit jusque là et on remet dans le flacon de 250 ml pour s'assurer qu'effectivement c'est 250 ml qu'on a mis dans le flacon. Les bouteilles doivent être opaques, c'est-à-dire les rayons lumineux ne doivent pas pouvoir traverser cette bouteille, les flacons, c'est pour ça qu'ils sont bruns. Une fois l'étiquetage fait et qu'on a rempli notre flacon, les flacons sont conservés dans une armoire qui se ferme à clé. Un flacon comme ceci, le malade peut l'utiliser pendant 5 jours parce que la dose varie de 2,5 à 10 mg par prise toutes les 4 heures avec une double dose le soir, peut faire 5 jours au malade et ça lui reviendra à 1500 francs CFA. Malheureusement, cette solution n'est pas disponible pour les patients qui parfois peinent à supporter la douleur.
Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas accès aux médicaments. Parce que déjà, les coins de vente sont restreints. C'est dans 2-3 pharmacies, hôpitaux. Tu arrives, on te dit le médicament est fini parce qu'il y a tellement de malades, donc ce n'est pas disponible. C'est ça le véritable problème, il n'y a pas les médicaments. Donc si les personnes, les guidés peuvent gérer ça, voir comment mettre les médicaments à la disponibilité des malades. Oui, parce que tu ne peux ne pas suivre le soin, mais tu as quand même tes antidouleurs qui te permettent de supporter les derniers jours. Ce n'est pas toujours aisé. Encore plus dans notre contexte, le contexte camerounais. Pour l'instant, la zone la plus couverte, c'est la zone anglophone. Il y a certains moments que les produits ne viennent pas à temps, où nous sommes obligés de chercher un truc à peu près qui a à peu près les mêmes effets, un produit qui a à peu près les mêmes effets et tout ça. Donc ce n'est que ça qui joue un peu. Sinon, les produits-là aident vraiment. Des antalgiques de palier 3, notamment les dérivés morphiniques, sont en général peu disponibles, parfois en rupture et excessivement chers. L'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants a mis un peu le Cameroun en marge parce que les stupéfiants n'étaient pas tracés comme cela se devait. Les statistiques n'étaient pas rapportées à leur niveau comme cela se devait. Du coup, ils ont estimé que la gestion des stupéfiants au Cameroun n'était pas claire. C'est pour ça que maintenant, pour s'approvisionner en stupéfiants, notamment la poudre de morphine, on doit avoir une dérogation spéciale qui nous est délivrée par le ministère après que la direction de la pharmacie, du laboratoire et du médicament leur ait fait parvenir le désirata d'une formation sanitaire X ou Y. Beaucoup reste donc à faire pour que ce médicament soit régulièrement disponible pour soulager les patients. C'est un processus très long qui peut prendre 4 voire 6 à 8 mois pour qu'on puisse obtenir cette autorisation-là. Et maintenant, le temps que le produit arrive, on peut se retrouver dans les 10 mois. Et pendant ce temps, les malades connaissent une rupture de leur approvisionnement. Cette rupture-là va faire en sorte que le malade ne connaisse pas l'amendement de sa douleur. Parce qu'on va essayer avec d'autres analgésiques qui n'ont pas le même niveau que la morphine. Du coup, ça sera un peu compliqué. La gestion de cette douleur-là ne sera pas toujours aisée. Et pourtant, avec la morphine, peu importe le degré de la douleur, tant que la douleur existe, on peut se permettre d'augmenter les doses. En soins palliatifs, ce qui prime avant tout est le confort et la qualité de vie définie de manière personnalisée avec le patient. Les soins palliatifs cherchent à limiter les ruptures de prise en charge en veillant à la bonne coordination entre les différents acteurs de soins. En soins palliatifs, les médecins et les infirmiers sont formés à une meilleure gestion des symptômes, tels que la douleur, tels que les symptômes digestifs, les symptômes respiratoires, les symptômes urinaires, les symptômes neurologiques. Ils reçoivent une formation qualifiante qui leur permet de bien gérer ces symptômes en sachant que le patient a une maladie qui ne va pas guérir. Alors, il faut tout faire pour que sa qualité de vie soit meilleure. Se focaliser sur ce qui altère sa qualité de vie au quotidien et essayer de gérer ça. Tandis que le médecin qui n'a pas cette approche-là ne voit pas le malade sous cet angle-là, peut multiplier des examens alors qu'un malade est en fin de vie, peut multiplier, faire de l'acharnement thérapeutique alors qu'un malade est en fin de vie, ce qui augmente les dépenses pour la famille, par exemple, et même pour le patient qui reçoit parfois des traitements qui ne vont pas l'aider. Les aspects sociaux et éventuellement religieux et spirituels sont pris en compte. Elle n'est pas la seule personne à être affectée. Son entourage également est affecté. Les personnes qui lui sont chères sont affectées. La personne en phase terminale est affectée sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique et sur le plan également physique et spirituel. À cela, lui faire comprendre que Dieu écoute, Dieu est miséricordieux, il est compatissant,
il est lent à la colère et très en bonté et en fidélité, Dieu peut encore apporter de la joie au-delà même de la réalité et présenter la vie au-delà de ce que nous voyons. Les médecins ne devraient pas rejeter ceux qui s'occupent de l'esprit, qui peuvent préparer l'être humain à être moralement fort pour accueillir, pour recevoir un traitement. On se rassure de l'observance du traitement par le malade parce que ce traitement n'est déjà pas facile et qui a un coût, qui a les effets psychologiques sur le malade parce que régulièrement, il faut que le malade cherche à avoir les moyens financiers. Nous avons la priorité de chercher des partenaires sociaux qui peuvent venir en aide aux malades lorsque ces moyens financiers font défaut. Certains bénévoles ont décidé de se former pour participer à cet accompagnement des malades et militer dans des associations. C'est le cas de Vivienne. Ce que j'ai appris avec les soins palliatifs, c'est que quand quelqu'un est malade, il a besoin d'être entouré, il a besoin de notre amour. Et que généralement même, le fait qu'il soit abandonné engendre même des douleurs même qu'on ne peut pas expliquer. Et que nous avons besoin, que ce soit des familles, que ce soit nos amis, nous avons besoin de les entourer. Pour Aurélie, patiente en rémission, l'assistance aux personnes victimes de maladies chroniques ou en fin de vie est devenue une vocation. Avec son expérience, elle comprend mieux leurs besoins. Dina, elle a été comme une, c'est pas une grande sœur parce qu'on est du même âge. Elle a été une sœur vraiment, pas un médecin, elle a été une sœur pour moi. Et qu'elle m'a vraiment aidé à comprendre, à continuer à vivre, à ne pas baisser les bras, vraiment et à continuer à aimer parce que j'étais devenue comme un légume, je ressentais plus rien. J'étais désespérée quoi, mais avec la grâce et avec la prière aussi, parce qu'il faut dire que grâce aux prières, j'ai beaucoup aussi grandi dans la foi. C'est quelque chose qui est pour moi qui est devenu tellement agréable que je prends vraiment plaisir à le faire. J'accompagne vraiment les malades parce que c'est Dr Dina qui m'envoie certaines filles qui sont au bout du rouleau, qui sont désespérées. Donc je les parle, je les conseille, je parle de mon expérience. D'autres même, quand elles partent d'ici avec mon mari, il y a une qui est venue ici dernièrement, elle était tellement abattue, elle pleurait à chaudes larmes que je lui ai dit que ça ne sert à rien de pleurer parce que si tu pleures, tu vas même vite mourir. Donc j'ai conseillé, elle est repartie de chez elle, le lendemain on l'a opérée, 2 jours après on l'a opérée, elle m'a appelée, elle me dit vraiment Aurélie, je suis tellement contente que Dieu te bénisse parce que tu m'as remonté, tu m'as donné le courage, tu m'as donné la force d'affronter ça. D'autres même encore j'ai accompagné jusqu'à l'hôpital, aux consultations, à la porte du bloc opératoire parce qu'elles veulent se sentir en sécurité, elles veulent savoir que non, celle qui a eu le même problème qu'elle, elle est sortie du bloc opératoire et elle peut vivre. Je voudrais bien rejoindre l'équipe pour travailler dans des communautés, pour déjà découvrir des cas des malades abandonnés et aussi pour parler aux autres membres de la société, de leur faire savoir que leurs malades ont besoin d'eux, leurs malades ont besoin de se sentir entourés et que chacun peut faire quelque chose. Au-delà de tout, le défi reste à relever. Former tous les médecins et tous les infirmiers en soins palliatifs au Cameroun est une chose très importante parce qu'il a été prouvé que la formation des professionnels de la santé à la phase initiale de leur formation change la vision et la vision du malade et la façon de prendre en charge les malades, humanise les soins, permet à l'hôpital d'avoir une prise en charge globale des patients. Pour les patients qui sont au stade terminal, qui se retrouvent dans un service d'hospitalisation normal, avec des malades qui viennent, imaginez un malade qui vient pour un palu et un malade qui a un stade terminal de son cancer du sein,
les deux sont mis dans la même salle, ça ne présente pas bien autant sur le vue psychologique et nos malades sont traités comme des parias. Donc c'est ça la première difficulté. Et la deuxième difficulté, excusez-moi, et pour la troisième difficulté, c'est la famille. L'entourage est délaissé. Or, si nous avions un cadre bien défini, des infirmières formées, un personnel formé pour gérer les fins de vie, les soins palliatifs, la prise en charge serait meilleure. Dans nos hôpitaux, vous imaginez bien que on met en place, n'est-ce pas, des systèmes qui peuvent rapporter un peu d'argent dans nos infrastructures sanitaires, alors qu'avec les soins palliatifs, ce n'est pas ça. Les soins palliatifs, c'est vraiment un sacerdoce dans le sacerdoce, donc vous devez vous occuper des patients sans contrepartie. Parfois, on a l'impression que les soins palliatifs ne rapportent pas, sont plutôt une spécialité qui génère les dépenses, mais c'est tout à fait le contraire. En prenant en charge l'être humain dans sa globalité, vous augmentez votre capacité, le taux de fréquentation de vos formations sanitaires, vous humanisez les soins et c'est pour le bonheur de tous. Que le personnel soignant s'engage à se former et à s'investir dans la médecine palliative pour une meilleure prise en charge et que les gouvernements facilitent l'accès à la solution de morphine pour soulager les patients.